Alors, bon après-midi à ceux qui ont eu le courage de rester. Donc, on va commencer notre session de dossier de complications complexes, RMM, avec un peu de biblio à la fin de chaque sujet. Donc, nous avons 2 dossiers de pédiatrie, 2 dossiers d'adultes. Et on va commencer avec un dossier de pédiatrie avec Federico Sola de Nice. Merci Emmanuel. Donc, vous verrez que là, des complications, il y en a plein. On a de l'infectieux, du mécanique, du neurologique et peut-être d'autres. Donc, c'est une petite qui est née en 2010, qui a une maladie osseuse constitutionnelle non étiquetée, avec une fragilité osseuse mal explorée, une kyphoscolieuse infantile, et elle vit en famille d'accueil. Elle a été abandonnée par ses parents. Elle est toujours chez la même famille d'accueil depuis très longtemps. Donc, elle a été vue une première fois à 2 ans pour une déformation clinique bien visible. Elle était appareillée. Elle s'est déformée malgré les corsets. Donc, je vais un peu vite sur le début. Et donc, elle a eu une tentative, on va dire, de correction de type Sheila, avec des accroches par lien sous la mer au niveau de la jonction cervico-thoracique, des vis et des liens sous la mer à l'apex de la déformation thoracique et des vis pédiculaires en région lombaire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, sur la partie haute et sur la partie basse, les tiges sont libres de coulisser, avec l'espoir que ça puisse grandir et suivre la croissance. 2 ans plus tard, il y a eu un démontage des prises thoraciques proximales qui a conduit, in fine, à l'ablation des tiges. Il faut remarquer que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, en post-opératoire, on a une faiblesse des membres inférieurs qui n'a pas fait l'objet d'altération des potentiels évoqués par opératoire, donc on n'a pas modifié le montage. Et il n'y avait pas de problème sur la position des implants. Donc on a enlevé les tiges. Alors à cette époque-là, je ne la connaissais pas encore, donc les tiges ont été enlevées. Il y a des potentiels évoqués hors chirurgie en 2018 qui montraient des somesthésiques très altérés. Et elle a fait aussi une fracture à faible cinétique du fémur gauche sans trop d'explications. Donc en 2021, elle marchait avec 4, c'est là où je l'ai vue la première fois, avec cet aspect de kyphoscoliose majeure. Elle présentait une désunion purulente de la cicatrice proximale, pour laquelle j'ai enlevé le connecteur proximal, le lien sous la mer, mis sous antibio, il n'y a pas eu de problème à ce niveau. Et j'ai dit à la famille et à la patiente que 1 an plus tard, je l'aurais opéré d'une arthrodèse et correction de la déformation. Donc, voici quelques bouts d'IRM. Donc, à 13 ans, elle a des douleurs des membres inférieurs, une faiblesse relativement stable, avec peut-être une très légère amélioration. Elle marche avec cadre. J'ai demandé les potentiels qui étaient très altérés au niveau moteur, non détectables au niveau sensitif. Elle refuse la chirurgie. Elle est dans l'opposition absolue. J'avais proposé un halo 3-4 semaines, arthrodèse T2 L4 avec des ostéotomies de ponté à l'apex, voire une ostéotomie transpédiculaire. Devant ce refus, je l'ai encouragé à prendre un deuxième avis. Et le deuxième avis a dit « Le risque est tellement important qu'on va s'abstenir, on ne va pas l'opérer. On va la laisser comme ça. » Voilà pour le cas. Alors toi, tu l'as opéré ? Et non, je ne l'ai pas opéré. Si, je l'ai opéré pour l'ablation du connecteur. J'ai fait que ça. J'aurais voulu l'opérer. Est-ce que le destin a fait ce que je ne voulais pas faire, donc m'empêcher de l'opérer et de la rendre paraplégique complètement. Et tu l'as revu ? Et je l'ai revu, oui, après le deuxième avis. Elle était toute contente qu'on ne devait plus l'opérer. Elle disait, maintenant, votre collègue à qui vous m'avez envoyé, il m'a dit qu'il ne fallait pas m'opérer, donc vous ne m'opérez pas. Et vous avez exploré la maladie osseuse constitutionnelle ? Il n'y a pas eu de diagnostic, oui, ça a été exploré, il n'y a pas eu de diagnostic in fine. Et il n'y a pas d'altération de la densitométrie. Elle fait des fractures pathologiques. C'est ce que j'allais te demander, oui. Ouais, il n'y a pas de... La densité est normale, mais elle a fait une deuxième fracture pathologique au tibia. Et vous avez fait un scanner ? Elle est fusionnée à l'apex ou pas ? Non, elle n'est pas fusionnée. D'accord. J'ai pas fait de test de réductibilité, pour être honnête. Je me propose... Oui.
sûrement. Donc, si je comprends bien ta proposition, c'est de dire, on fait le FR, on voit que c'est catastrophique, donc on se dit, donc, c'est une chirurgie vitale, c'est pas une chirurgie fonctionnelle, donc il faut l'opérer. C'est ça l'idée? Bah, c'était ce que j'avais dit, mais une fois que mon confrère a dit non, vous ne voulez pas l'opérer, et que la patiente est toute contente, je suis bien embêté. Après, j'avais fait un peu du biblio sur les... Tu veux qu'on les passe? Oui, vas-y, justement, oui. Voilà, donc j'ai fait un peu de biblio sur plusieurs aspects. Déjà, les traitements chirurgicaux des scolioses précoces sur dysplasie squelettique ont beaucoup plus de complications. Donc avec ça, je ne vais pas très loin, mais bon, il faut le savoir. Sur le type de... Et il propose quelque chose là dans ton article pour prévenir ces complications? Rien. De ne pas trop les opérer. D'accord. Ou le plus tard possible, quoi. Oui, le moins possible, le plus tard possible. Deuxième chose qui me semble plus factuelle, c'est le type d'ancrage sur la partie proximale. J'ai cherché si les liens sous la mer étaient contre-indiqués. Ils ne sont pas contre-indiqués. Il y a un papier sympa qui montre qu'ils marchent plutôt pas mal. Mais il y a un peu d'études sur le nombre d'ancrages. Ça, je pense que c'est important. Il y a un papier qui dit qu'il en faut 6, un papier qui dit qu'il en faut au moins 5, et alors que dans mon cas, il n'y en avait que 4. Donc, est-ce que c'est ça qui explique le démontage proximal? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que le fait de rajouter un peu plus d'implants ne va pas être nocif. C'est 50 ancrages ou plus à chaque extrémité de tes tiges de modulation de croissance. Oui. Donc 10 en tout. 5 en haut et 5 en bas. Alors que là, il y en avait 4 et 4. Donc là, on était peut-être un peu au-dessous de ce qui était recommandé. De l'autre côté, si je l'avais opéré avec une résection vertébrale, ce que dit la littérature, c'est qu'il y a 7 fois plus de complications neurologiques par rapport à ceux qui n'ont pas de résection vertébrale. Commentaire? Merci Marc. Oui, j'ai une question. Quand on regarde la déformation, on n'a pas vu de scanner, mais on a l'impression que si on regarde, c'est une sorte de syphose angulaire jonctionnelle entre qui n'est pas à l'apex des courbures, mais qui est entre les deux courbures. Ce qu'on a appris souvent, c'est de faire, après préparation, des greffes antérieures qui ne sont pas faciles à faire, qui me permettent de faire un étai entre ces deux parties-là d'une syphose très angulaire et de donner une rigidité suffisante pour assurer la consolidation. Je n'ai pas de leçon à donner sur ce cas-là. Je serais peut-être sûrement incapable de faire, mais est-ce que ça ne serait pas là la bonne formule? Ah, tu dirais après, temps postérieur ou avant? Alors, s'il n'y a pas eu d'opération, c'est certainement ce qu'il faut faire d'emblée. Enfin, c'est certainement. C'est ce qu'on peut faire d'emblée. S'il y a eu déjà une greffe derrière, il faut savoir si elle est solide ou non. Probablement qu'elle ne l'est pas. Et donc, on peut quand même faire ce programme, commencer par l'avant, et ensuite maintenir cette traction. Soit on met un plâtre, soit à la gravité, et faire dans un deuxième temps, si on veut, la fixation, si on peut. Et il y a qui me paraît la bonne chose à faire dans ces cas-là, parce que c'est une syphose très angulaire. Ça aurait été intéressant d'avoir le scanner. Donc, si on veut aller un peu plus loin, est-ce que tu conseilles de mettre le halo au bout de 2 semaines, peut-être une longue préparation, parce que là, il y a eu un événement majeur, qui est une paralysie. Pourquoi elle a une paralysie? Probablement parce qu'il y a il y a quelque chose qu'on n'a pas vu qui est dans la moelle, soit elle a une telle déformation que le moindre traction assez vive va faire une élongation ou une modification de vasculaire. Et c'est sans doute là peut-être la place des préparations, comme on fait en pédiatrie, avec une élongation progressive, avec soit le halo gravité, soit le halo et le plâtre de détraction qui gardent des indications évidemment très rares, mais qui sont dans certains cas extrêmes remplaçables. Et au maximum, c'est ce qu'on a fait de temps en temps, c'est les Ilizarov,
qui ont une place dans ces chirurgies d'exception. Surtout quand il y a des enduits cutanés, ce qui n'est pas le cas ici. Mais en tout cas, moi, je serais interpellé par la forme syphotique extrême, et donc probablement une épingle à cheveux. Si tu vas pas combler Reviens sur les premières radios. Qui était d'ailleurs beaucoup moins, évidemment, importante. Hein, ça a lâché. Okay. Si c'était ça au début, il y a toujours un petit espoir que ça revienne là. Et combien d'ancrage vous mettez sur les tiges de modulation de croissance aux extrémités, les chirurgiens pédiatres? Alors, 5. Okay. Et là, à 13 ans 14. 14. Elle est comment sur sa maturité osseuse? Alors, elle est comme ça. Oui, elle a eu ses premières règles. D'accord. Qui lui ferait une arthrodèse définitive à la fin. Tout le monde? C'est pas la question. Il y a une petite question juste avant, c'est que là, à 14 ans, là, je voudrais savoir les hanches. Là, qu'est-ce qui se passe sur les hanches? Là, juste, ça c'est la dernière radio là. Ça bouge encore là? Les hanches? Elle se protruse, elle se déforme dans ses hanches. J'avoue que la dernière fois, je ne l'ai pas examiné. Ça change beaucoup dans ton... En fait, quel est le pronostic fonctionnel, que ce soit au niveau des membres inférieurs ou au niveau du tronc et membres inférieurs pour cette gamine? Parce que si on prend le risque de l'arthrodéser et qu'on lui colle une complication neurologique, mais on sait d'emblée que fonctionnellement au niveau des articulations ça ne va pas, et on ne voit pas ce qui se passe au niveau des genoux, parce que c'est une maladie constitutionnelle, il doit y avoir des lésions quand même un peu diffuses. Voilà, tout ça doit rentrer peut-être dans la réflexion chirurgicale, voir si maintenant il y a aussi des potentiels, s'ils sont encore altérés, voire plus. Est-ce que sur l'IRM il y a des signaux anormaux de la moelle? Non, il n'y a pas. Sur l'IRM, il n'y a pas d'hypersignal. Il y a toujours les potentiels évoqués somesthésiques qui ne sont pas monitorables et les moteurs. Oui. Une petite question, est-ce qu'ils sont monitorables? C'est une neurophysiologiste là. Est-ce qu'ils sont monitorables aux membres supérieurs? Parce que ça, c'est une question qui résoudrait l'affaire. Parce que si tu sais que tu as des potentiels aux membres supérieurs et pas aux membres inférieurs, c'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire? C'est-à-dire que là, il faut suspecter que c'est quelque chose de médulaire. Et normalement, on doit avoir un contrôle aux membres supérieurs pour savoir si ça passe ou si c'est une maladie constitutionnelle que tu peux avoir ailleurs. Ah oui, mais sa dégradation, elle est post-op. Hein. Immédiat. Oui, j'entends bien, mais c'est important de savoir comment surveiller ça. Si tu n'as pas du tout de potentiel, c'est pas la même chose. Non, les potentiels moteurs sont monitorables. Les somesthésiques sont non détectables au membre inférieur. Les moteurs sont monitorables. Okay. Ils sont altérés, mais monitorables. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu lui ferais si tu l'opérais maintenant? Je mettrais un halo. Puis je verrai comment ça se comporte. Si ça se réduit un peu, je pense que je ferai une arthrodèse quasi in situ. Si ça ne se réduit pas suffisamment, je ferai quand même quelque chose pour corriger un peu la kyphose, parce que c'est ça l'idée. Comment? Est-ce que des ostéotomies postérieures, ou est-ce qu'il faut vraiment faire une ostéotomie transpédiculaire ou enlever la vertèbre? Ça, je ne sais pas. J'attendrai de voir ce que ça donne avec le halo. Elle est opposée à tout. Elle est opposée à tout. Et comme elle commence à être grande, c'est difficile de la contraindre. D'autant plus qu'il n'y a pas de parents. L'autorité parentale, c'est le département qui la détient. Donc je peux dire, oui, il faut l'opérer, convaincre le juge, mais après, s'il finit paraplégique, le juge il ne va pas être content. Elle non plus. Dernier commentaire, oui. Ah oui, c'est intéressant. Ça ressemble un peu au cas que vous avez montré tout à l'heure. Si j'ai bien compris, l'origine des troubles neurologiques ne sont pas bien spécifiés. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on, comme a dit Stéphane, on fait une traction
à low gravité. Mhm. Et la nuit, en traction au lit. Et sur un monitoring ou surveillance des potentiels, un testing musculaire hebdomadaire, en général, ça prend à peu près 6 à 8 semaines. Souvent, ils récupèrent si c'est dû à une compression quelque part. Mais si c'est ischémique, non. Et donc, ils récupèrent et on les stabilise comme ils sont. On n'essaie pas de réduire la syphose. Soit par en arrière, on met une instrumentation sans greffe ou des étés en avant. C'est le moins risqué, je pense. Merci. Peut-être que tu nous la représenterais dans quelques années avec le scanner, dans les dossiers complexes du congrès annuel. Merci. Alors maintenant, on va passer au dossier d'adultes avec monsieur Robert Philémon de l'HEGP. Bonjour, merci de me laisser la parole. Donc, je vous présente un dossier d'un spondylolisthésis de bas grade L5-S1 sur les ischémiques bilatérales pour une patiente actuellement âgée de 22 ans, sans antécédents notables. Donc ici, spondylolisthésis de bas grade sur les ischémiques bilatérales L5-S1, donc l'IRM préopératoire de 2015, avec en 2015 également donc les radiographies ici de profil, et de face une petite scoliose holisthésique. Sur le plan de l'EOS préopératoire, on avait une perte de la lordose lombaire dans le secteur bas, avec notamment une syphose de l'ordre de 15 degrés en L5-S1 sur un profil sagittal avec une grande IP et une gîte sagittale antérieure non compensée par la rétroversion pelvienne et une syphose thoracique toujours conservée chez cette patiente. La prise en charge chirurgicale initiale dans un autre centre a été celle d'une arthrodèse L4 sacrum par technique de Jackson associée à une plif en L4-L5. Donc voici le résultat post-opératoire. Donc la correction de l'angle lombosacré entre le préopératoire et le post-opératoire est d'environ 20 degrés, avec un angle initial de 80 degrés, corrigé à 105 degrés. Et donc ici, cette EOS à 3 mois post-opératoire, qui montrait une bonne restauration de la lordose lombaire dans le secteur lombaire bas et un équilibre sagittal retrouvé avec une diminution donc, du SVA. Cette patiente est suivie en consultation et en 2018, elle présente donc cette faillite mécanique avec, au niveau du bas du montage, un bris de matériel, donc un arrachage des vis pédiculaires en L4. D'un point de vue de l'alignement sagittal, on a une petite perte de lordose, notamment donc, majorée dans le secteur lombaire bas, chez une patiente qui finalement réussit à compenser, avec un SVA toujours faible, une rétroversion pelvienne augmentée et un aplatissement de la syphose thoracique. Un bilan complet est réalisé alors, avec un scanner, une IRM du rachis, un EOS complet, et finalement, aucune indication chirurgicale de reprise n'a été retenue. La patiente est ensuite perdue de vue, et elle consulte à l'hôpital européen Georges Pompidou en 2023, avec cette image qui montre une aggravation de la faillite mécanique, cette fois un arrachage complet donc des vis pédiculaires en L4, un déplacement des cages de plif et également un bris d'une des vis pédiculaires en L5. On voit également décompenser un spondylolisthésis en L4-L5. Le scanner de juillet 2024 qui montre donc l'absence de fusion du niveau L5-S1 et les chambres de mobilité dans l'ensemble du montage. Paradoxalement, l'examen clinique est plutôt rassurant avec une patiente qui ne présente pas de déficit neurologique, qui n'est pas radiculaire, qui se plaint de quelques lombalgies mais qui sont finalement assez peu invalidantes. Sa plainte est plutôt esthétique, se plaint essentiellement donc, d'une saillie sous-cutanée des tiges sur le haut du montage. Donc l'analyse de l'EOS nous permet de voir donc là, une perte quasi complète de la lordose lombaire sur le secteur bas, avec un alignement sagittal compensé par la version pelvienne
la rétroversion pelvienne, donc qui est de 40 degrés chez cette patiente. Si on regarde l'évolution dans l'histoire de la maladie de la patiente, on remarque donc un angle lombosacré initial, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 80 degrés environ, corrigé à 105 degrés, qui est désormais en 2024 de l'ordre de 90 degrés, donc une perte de correction lors de l'évolution. Et pour faire un résumé global, donc on voit en 2015 cette patiente qui se présente pour un spondylolisthésis, donc L5-S1 sur l'ischémique, qui est opérée en 2016. La première faillite du matériel est constatée en 2018. Et finalement, il y a une perte de suivi entre 2018 et 2023. Elle ne reconsulte que plus tard dans notre centre avec l'aggravation de la faillite du matériel. Sur le plan coronal, peu d'évolution, avec même une petite correction de la scoliose oliesthésique. Donc se pose déjà la question pour cette patiente de l'indication de reprise chirurgicale pour une patiente finalement assez peu symptomatique. Est-ce qu'on peut proposer une surveillance? Est-ce qu'il faut la reprendre? Qui la surveille? Qui propose une indication chirurgicale? Alors, on va avoir plein de propositions thérapeutiques. Okay. Ceux qui la surveillent, ils la surveillent jusqu'à quels critères? Ou sur la clinique, sur la dégradation radio? Bien sûr. Moi, pourquoi je veux la surveiller? Parce que globalement, cette brave dame, elle ne demande rien. Ça va être difficile de lui vendre. Vous allez vous retrouver paraplégique. Donc, il faut, à mon avis, on ne peut pas se précipiter comme ça. Parce que c'est une chirurgie à risque et qu'elle se souviendra qu'elle ne demandait rien quand les risques se réaliseront. Après, à un moment ou à un autre, elle va continuer de repartir. On est tous d'accord là-dessus. C'est-à-dire que les 80 qu'elle avait entre L5 et S1, elle va revenir avec 80 entre L4 et L5. Et on va y aller. Mais je pense qu'il manque une case. Là, en fait, c'est attendre un peu avant de se jeter dessus, quoi. Oui, elle se syphose de plus en plus sur le secteur lombosacré. Oui, mais même si elle prend 10 degrés de plus, on va y aller par en avant et on va la redresser. Ouais, ce sera peut-être pas plus facile à ce moment-là. Avec le temps, les choses seront minable, des fois. Oui, c'était une question, oui. Quand on voit là, tu as dit un spondylolisthésis de stade 1, c'était bas grade. De bas grade. Plutôt 2. Bah, il y avait déjà des éléments d'inquiétude, la déformation du dôme sacré est très particulière. C'est pas ce qu'on voit dans les spondylolisthésis de stade 1 habituels. Et on ne voit pas de lysismique, on voyait des isthmes allongés, ce qui est une variante connue, qui n'est pas exactement la même chose, parce qu'on les réduit, en général, ça s'ouvre dans le disque, mais ça ne se réduit pas beaucoup dans la lyse. C'est continu là, en arrière. C'était ma question dans le cas particulier. Ça m'a frappé en regardant les images. C'était une lyse ou une dysplasie? Remets au début. Et là, on voit un espèce d'isthme allongé et continu. Et la troisième chose, c'est qu'elle a déjà un autre truc, c'est un canal assez étroit, qui est particulier, quoi. C'est des formes sévères, quoi. Ouais. Il n'y a pas d'espace. Ce qui est quand même une petite remarque et une question, c'est quand même pas anodin qu'elle fasse une pseudarthrose comme ça. C'est quand même pas... Alors, initialement, dans la technique, est-ce qu'ils sont allés dans le disque et ils ont apporté de la greffe dans le disque L5-S1? Ça, c'est la première question. Par quelle voie ils sont allés? Et troisièmement, par exemple, est-ce qu'elle a des facteurs de risque de pseudarthrose évidents comme le tabac? Là, c'est tout par derrière. Ils sont tout fait par derrière, oui. Mais par voie médiane, pas par voie de Wiltshire. Non, voie médiane. Vas-y, continue. Okay. Donc ce dossier a été discuté en staff de chirurgie du rachis et donc à l'hôpital Georges Pompidou, on a retenu plutôt une indication d'ostéotomie transdiscale L4-L5 et d'extension du montage
jusqu'en L2. Alors, quelques pistes d'amélioration pour ce cas. Déjà, donc, se discute l'indication chirurgicale initiale. On peut se poser la question de la correction de l'angle lombo-sacré, corrigé d'une vingtaine de degrés, avec un angle final quand même 104 degrés. Est-ce que finalement, dans un dossier comme ça, il n'aurait pas mieux valu passer par un temps antérieur initial? On peut donc souligner le fait que la patiente n'a pas été reprise dès la faillite du matériel. Et là encore, c'est toute la question. Sans doute qu'à l'époque, la gêne était également modérée. Toute la question de savoir s'il faut reprendre donc, dès la faillite ou plus tard dans le suivi. Et chez cette patiente se pose aussi la question donc de la transition enfant-adulte, car elle est âgée désormais donc, de 22 ans. Mais la prise en charge initiale, la chirurgie a lieu quand elle avait 14 ans. Et on note quand même une perte de suivi entre 2018 et 2023 et l'aggravation conséquente de la faillite mécanique. Dans la littérature, la prise en charge des spondylolisthésis de bas grade sur les ischémiques bilatérales ne fait pas consensus. Beaucoup d'articles existent sur ce sujet. Il n'y a pas de consensus, notamment sur la technique chirurgicale à proposer. Donc, j'ai repris à titre illustratif cette étude de 2022 de la SFCR, qui était une étude prospective dans 9 centres de chirurgie du rachis, qui analysait 89 patients avec 2 ans de suivi post-opératoire et donc qui se basait des critères de jugement principaux sur des scores cliniques et des paramètres radiologiques entre un bras de traitement par ALIF et un bras de traitement par TELIF. Donc, on avait vraisemblablement dans le groupe traité par ALIF une meilleure correction de la lordose intersomatique, mais des taux de fusion qui finalement ne différaient pas entre les 2 bras de traitement. Sur le plan clinique, on avait tout de même un avantage significatif pour l'ALIF, notamment sur les scores de VA lombaire et les scores d'Oswestry. Également, donc, cet article intéressant donc d'une série prospective de 50 patients traités pour des spondylolisthésies sur les ischémiques bilatérales, cette fois de haut grade, par des arthrodèses postérieures, donc L4 au sacrum. L'étude s'intéressait à la pseudarthrose de ces montages en fonction des paramètres radiologiques, notamment de correction d'angle. Et le seul facteur de risque identifié sur le plan radiographique de pseudarthrose, donc c'était la correction de l'angle lombo-sacré en post-opératoire avec un cutoff dans l'étude de 90 degrés d'angle. Voilà. Merci pour votre attention. Quand on a regardé les premiers clichés en voyant la correction initiale, on a tous eu la même réaction en disant c'est pas mal, correction qui est satisfaisante. Et au final, la patiente va quand même mal après. Qu'est-ce qui fait qu'elle s'est dégradée? Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas fusionné et que du coup, ça finit par mettre des contraintes sur le matériel et que ça a cassé et qu'elle s'est dégradée secondairement? C'est pas très compliqué. La correction initiale, elle n'est pas bonne du tout. Alors, pour vous, elle n'est pas bonne. Ça explique parfaitement que le matériel se rompt et qu'il y ait une pseudarthrose. Et dans l'idée de dire on va la réopérer, c'est qu'elle n'est pas équilibrée. Tant qu'elle ne sera pas équilibrée, elle va se dégrader. Parce que... Et quand on voit du matériel cassé comme ça, il faut se poser la question. Et il aurait fallu la reprendre tout de suite. Ouais. Ça aurait été beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Il aurait fallu monter plus haut sur le montage initialement? De toute façon, c'était de facto, puisque les devis L4 ne sont pas récupérables. Ouais. Donc, il n'y avait pas vraiment de discussion là-dessus. Et de faire un complément, parce que je ne suis pas certain qu'elle soit fusionnée en 5-1, et de faire un complément par devant. Elle n'est pas fusionnée en 5-1. Probablement pas. Donc après, c'est l'histoire d'une réduction insuffisante. Il n'y a pas vraiment de discussion sur ça. Enfin, je pense. Je ne sais pas s'il y a possibilité de remettre le cliché initial. Et la réduction insuffisante, alors elle serait plutôt sur L5 et 1, parce qu'au final, c'est vraiment là que le disque est à 0, quoi. Hop. Donc le post-op immédiat. Il réduit, mais il n'ouvre pas. Et alors, ceux qui voulaient l'opérer, vous proposeriez quoi aujourd'hui? Jonathan, tu as le micro.
après à Caroline. En 2024, là Ouais. L2 sacrum, présiliaque. Et puis après, pour la correction, tout dépend de la mobilité. Moi, j'aurais tendance à pas faire d'ostéotomie de premier abord et plutôt faire un complément antérieur secondaire pour combler en avant. Mais on est obligé de commencer par derrière pour enlever les cages et pour monter le montage. Tu penses que tu peux enlever tes plifs par derrière? Ouais. C'est pas toujours facile. Mmh. Mais pour mettre des plifs, on n'a pas une libération très extensive latéralement et du coup, probablement qu'en s'élargissant latéralement, on arrivera avec un bon... On l'a pas opéré encore. Elle n'a pas été opérée encore. Non. C'est pour ça qu'on prend vos avis. Oui, et alors il y avait Caroline derrière. Il y a 5 aussi. 4 et 5. Et on a le scan pour savoir si on peut retirer des vis ou c'est impossible? Enfin, moi, j'aurais fait en 3 temps. J'aurais enlevé derrière. La plif, il y en a peut-être une que tu peux retirer par derrière, l'autre, je ne pense pas. Et après, je l'aurais reprise par devant. Je leur ai mis une cage en L5S1 par devant, en L4, L5. Et après, en fonction de si on peut retirer des vis ou pas par derrière, je serais remontée ou pas. Mais ça dépend si je pouvais reprendre des prises postérieures, quoi. Les pédicules de 4, ils sont plus très accessibles. On avait regardé la coupe axiale au staff. On ne vous l'a pas mise, mais même en navigation, etc., tu ne peux pas trop tirer à côté. Bon, bah, dans ce cas-là, remonter encore. Mais de toute façon, par contre, en revanche, j'aurais fait un temps. J'aurais enlevé tout derrière, j'aurais repris devant pour mettre des cages et pour pouvoir plus corriger. Et ensuite, j'aurais refixé derrière. Il y avait une autre remarque derrière. Mais si on ne peut pas visser L4, on ne peut pas vraiment se passer d'étendre le montage, quoi. Il y avait une remarque au fond à droite, oui. Après, on passe devant, 2 niveaux au devant, L4, L5 et L5, S1. Ce qui permet de bien lordoser, d'obtenir une vraie correction. Parce que je suis tout à fait d'accord avec M. Guigui, le résultat initial, il n'est pas bon, quoi. Et puis après, toute la question, c'est savoir jusqu'où on monte derrière. Mais enfin, si on a déjà 2 jolies cages devant et une fixation antérieure, parce que ça existe, on peut peut-être arrêter l'agression là. Moi, je vais poser une autre question. Et au sujet d'arrêter l'agression, c'est cette jeune femme, elle a une scoliose qui démarre, qui, pour moi, je ne la vois pas se corriger d'un cliché à l'autre. C'est juste, à mon avis, une illusion d'optique parce qu'on n'a pas les mêmes... Les tiges ne sont pas au même endroit et on a corrigé le spondylo, mais pour moi, ce n'est pas très, très différent, les deux. Sa scoliose la met à gauche. Donc pour moi, la question, c'est est-ce que quand on fait le temps postérieur, on monte vraiment sur la scoliose ou pas? Et je pose la question, sincèrement, parce que je ne sais pas. Ah, de mémoire, je ne l'ai plus. Je ne sais pas. Ouais. Elle ne s'est peut-être pas améliorée, mais en tout cas, sur un recul de 10 ans, elle ne s'est pas aggravée non plus. Oui, oui. Mais elle est déséquilibrée. Et pourquoi... et elle a déjà été opérée 2 fois. Et pourquoi le choix de L2 plutôt que L3 pour avoir 2 prises au-dessus de la zone qui n'est pas instrumentable? Je trouve que c'était ça qui était retenu, c'était avoir 2 prises au-dessus de la zone. Ouais. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires dans la salle? Merci à tous. Merci. On va maintenant passer à un deuxième dossier de pédiatrie avec Élie Haddad de Saint-Étienne. Bonjour à tous. On va rester dans le même thème des spondylos qui virent un peu mal. Cette fois-ci, le patient il est un peu plus jeune, donc il a 9 ans. Il se présente à la consultation pour des lombalgies chroniques. Alors on retrouve dans ses antécédents un retard psychomoteur, une acquisition de la marche à 4 ans de vie. Donc déjà ça fait un peu suspect.
Et puis un syndrome d'apnée de sommeil. Voilà, on fait le bilan radiographique et on retrouve ce spondylo stade 3 avec une spondylolyse bilatérale, j'espère que vous la voyez bien, et une kyphose lombosacrée qui était à 86. Bon, donc on se dit, il faut aller traiter ce patient. Donc on fait une L4-S2 avec une arthrodèse circonférentielle au niveau de L5-S1. On résèque le dôme de S1 et puis on met une greffe osseuse dedans. Et au niveau de L4, on fait juste une ostéosynthèse extra-articulaire pour protéger le montage. Jusque-là, on ne se doutait de rien. On fait une biopsie musculaire à la demande des rééducateurs parce que c'était un petit peu bizarre d'avoir l'acquisition de la marche très tardive. Alors, on voit que dans le corset, on avait quand même pas mal diminué tous ces paramètres pelviens, mais on se disait c'est peut-être la position dans le corset. Puis là, le résultat de la biopsie sort, c'est le syndrome de Loys-Dietz. Alors, je vous expliquerai tout à l'heure pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Et malheureusement, le gamin, à 9 mois post-opératoire, il présente un abcès en regard de la cicatrice médiane qui finit par se fistuliser. Et puis là, on est obligé de le reprendre au bloc. Et donc là, hors corset, on voit qu'il commence à creuser de plus en plus sa lordose. Il la proximalise plutôt pas mal. Et puis, on finit par enlever ce matériel, on met l'antibiothérapie, un corset en post-opératoire, et puis le contrôle à 3 mois après cette ablation de matériel, on voit que le gamin, il se projette vachement en avant, il creuse encore sa lordose, et puis il a tendance à augmenter son incidence pelvienne, et puis un tout petit peu sa pente de L5. Et puis, on voit là au niveau des flèches que je vous ai mis, au niveau de L5, l'arc postérieur, peut-être qu'il a été quand même pas mal abîmé par l'infection. Et puis, on voit au niveau de L4 l'apparition d'une image lithique au niveau de l'isthme qu'on n'arrive pas trop à comprendre. Alors, celui qui a enlevé le matériel, il confirme bien qu'il y avait que les vis pédiculaires en L4, elles sont restées extra-articulaires, que pour lui, les articulations étaient intactes. Et donc, on continue à surveiller le patient. Et puis, à 6 mois de l'ablation de matériel, la maman appelle et dit ça y est, de nouveau il a mal malgré qu'il porte bien son corset. Et puis elle nous envoie ces photos avec cette déformation relativement réductible mais assez impressionnante de la région lombosacrée. On revoit ce patient et on fait un bilan radio, et puis sur cette radio, on remarque qu'il y a un antélesthésis au niveau de L4, L5 qui n'était pas présent sur la radio de 3 mois avant. On voit que le gamin continue à augmenter sa pente, son incidence pelvienne, et puis il a tendance à rétroverser de plus en plus, et cette SVA qui devient de plus en plus importante, avec une lordose qui reste très proximale et qui s'aggrave avec le temps. Donc, dans le corset, on voit qu'il n'y a pas forcément beaucoup de réductibilité. On a toujours cet antélesthésis qui est présent, mais le patient est asymptomatique. Avec le corset, il ne se plaint de rien. On est à 1 an de l'ablation de matériel, et puis malheureusement, on se retrouve avec cette antélesthésis qui ne cesse de se dégrader, alors que le patient il est sous traitement orthopédique, avec une lordose qui augmente également, et puis la version qui ne cesse d'augmenter. 2 ans après l'ablation du matériel, on se retrouve avec ce patient qui a 12 ans, qui est toujours asymptomatique, qui porte son corset que d'une façon partielle juste la journée quand il va à l'école. Et puis, on a une image quand même d'une déformation dysplasique au niveau du plateau de L5 qui n'était pas présente avant. L'antélesthésis de L4 est toujours
en stade 2, et puis ce disque L3, L4 et qui commence à être un petit peu pincé, qu'on n'arrive pas trop à comprendre. Alors, à part la pente sacrée, tous les paramètres pelviens et la lordose lombaire, sont en cours d'augmentation continue. Alors, pour faire un petit récap de ce qui s'est passé, voilà, on est passé par la phase de stabilisation avec une correction qui avait l'air plutôt correcte en post-opératoire, mais visiblement, le patient, dès qu'il a eu cet événement infectieux qui a nécessité l'ablation de matériel, forcément, il a eu tendance à reprendre en fait sa position initiale, et puis il est en cours de croissance, donc son incidence pelvienne, elle tend à augmenter, et puis plus elle augmentait, plus elle augmentait aussi sa lordose, et puis le seul paramètre qui était resté stable, c'est cette pente sacrée qui était en L5, qui n'a pas trop bougé, autour de 45, donc il est revenu un peu à sa position initiale. Et puis, cette version qui augmente énormément. Mais le patient, il ne se plaint de rien. Alors, on s'est posé deux problématiques. La première, c'est de savoir d'où ça vient, ce spondylo, et puis la conduite à tenir, bien évidemment. En termes d'étiologie... J'ai juste une question. Oui. Préalable à ça. Quelles sont vos recommandations dans vos centres sur les infections chroniques? Parce que nous, par exemple, chez nous, maintenant, ils nous conseillent de faire une dépose-repose en un temps. Et je voulais savoir, dans les autres centres, quelles étaient vos recommandations. On peut passer le micro, s'il vous plaît? Je ne sais pas qui l'a. Nous, on fait pareil, on fait comme pour des prothèses de hanche ou de genoux, en fait. Tu as infection aiguë ou chronique, et chronique, dépose-repose en un temps. Ouais. Changer de nom. Oui. Dépose-repose en un temps? Non, pas du tout. Non. Il a été repris à 9 mois, il a fait l'infection. Et l'avis, il a été donné comme quoi, maintenant, à 9 mois, de toute façon, il est solide, on peut virer le matériel, il n'y a pas la peine de reposer. Et sur les dernières radios, on a l'impression d'une coulée osseuse. On n'a pas de radio de face, là, assez conséquente. On a l'impression, à droite, là, c'est solide, l'affaire. Est-ce que vous avez vérifié, vous avez des clichés de face, un scanner, pour savoir si c'est solide ou non? Alors, malheureusement, il n'y a pas eu de scanner. Je n'ai pas d'image scanner à vous proposer aujourd'hui. Oui, je sais. Je suis tout à fait d'accord, mais je n'ai pas à disposition... Là, sur la radio, en tout cas, c'est une image de greffe osseuse continue. Au niveau entre L4 et L5. L3, L4, L5 et S1, il y a la vis, on ne voit pas, mais en tout cas, les 3 étages, là, on ne voit pas de discontinuité. Oui. Ça a l'air d'être une belle... Oui, et c'est mieux qu'avant, parce qu'avant, on voyait quand même qu'il y avait un défect à l'ablation de matériel, et puis d'un coup, cette image, elle ne bouge plus. Mais on a quand même l'impression que l'antélisthésiste bouge quand même, enfin, qu'il glisse quand même un peu en avant, quoi. Le L4... Alors là, ça fait 1 an qu'il est stable, hein. Mais jusqu'où il va y aller, je ne sais pas. Alors, on va réintégrer un peu ces données-là... dans la maladie, parce qu'il faut quand même la considérer, on en reviendra. Donc, dans les étiologies de ce spondylo, on a évoqué l'hypothèse de la mécanique locale, de la mécanique globale avec l'alignement, et puis l'évolution naturelle du Lois-Dietz. Alors, pour ce qui est facteurs de mécanique locaux, il n'y a pas de doute, on sait très bien que tout montage rigide entraîne une augmentation du stress sur le niveau adjacent, et puis forcément, il y a peut-être eu aussi une effraction, je ne sais pas moi, mais une effraction au niveau de l'articulaire qui a peut-être aussi déstabilisé alors qu'on n'a pas cherché à faire une arthrodèse, L4, L5 initialement. Et il y a aussi, ce qui est évoqué chez l'adulte, c'est l'ostéoporose, mais qu'on peut aussi se projeter sur ce patient, parce que la maladie entraîne, les enfants atteints de cette maladie ont une qualité de l'os assez abîmée, donc peut-être que c'est pareil. On rajoute à ça la fragilisation liée à l'infection, aux abords multiples, et surtout
surtout l'hyperlaxité qui est due à la maladie, qui n'a pas dû arranger les choses. Mais on se disait, pourquoi cette antélesthésie ne s'est pas manifestée que à 6 mois après l'ablation de matériel et pas tout de suite. Si c'était vraiment très fragile, normalement, on aurait dû avoir un contrôle post-op ou à 3 mois qui montrait un glissement. Bon, c'est une question qu'on s'est posée. Après, en ce qui concerne la deuxième hypothèse sur l'alignement pelvérachidien, bon, je ne vais pas trop m'étendre, mais on devine très facilement qu'on n'a pas assez creusé la lordose lombaire chez ce patient. Et visiblement, avec du recul maintenant, on voit qu'il est fait pour avoir une incidence pelvienne assez importante, une lordose lombaire assez importante, et vu qu'on a bloqué sa lordose distale, en hypocorrection, bah forcément, il a cherché à l'étendre en proximal et en l'augmentant. Alors, est-ce que cette correction en hypolordose est liée ? Elle est liée forcément à un cintrage insuffisant au niveau des tiges, l'orientation des vis. Est-ce qu'il fallait directement faire l'arthrodèse L4, S2, et puis peut-être ouvrir un peu plus le disque L4, L5 avec une plif, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, l'évolution dit qu'on a mal géré la correction au niveau de la lordose lombaire distale. Le point d'inflexion, il a tendance de plus en plus à augmenter. Sa SVA, elle augmente en antérieur également. Et puis tout cela n'arrange pas les forces de cisaillement au niveau de L4, L5. Et puis si c'était ça le site fragile, ça pourrait expliquer le glissement antérieur, encore une fois aggravé par tout ce que j'ai cité, l'infection, les abords multiples et la nature de la maladie qui entraîne une hyperlaxité ligamentaire. Et puis le fameux syndrome de Loeys-Dietz. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un syndrome génétique qui est comme du Marfan, mais avec d'autres manifestations. C'est une maladie du tissu conjonctif qui entraîne une dégénérescence. Et donc, il y a une qualité des os qui est quand même assez abîmée. Il y a une hyperlaxité ligamentaire. Et puis, au niveau du squelette, on peut avoir au niveau maxillofacial des malformations, au niveau du squelette entier. Et puis, surtout, il y a des malformations cardiovasculaires assez importantes. Et donc, les articles sont... Elie, pardon. tu peux aller... Plus vite. Oui, allez, c'est fini. Le seul article qui décrit vraiment le spondylolisthésis dans le cadre de la LDS, c'est celui de Kirby qui a été publié en 2018. Et donc, il décrit bien que la déminéralisation osseuse dans cette maladie entraîne la spondylolyse et la laxité ligamentaire entraîne l'antélisthésis. Et puis, il décrit aussi qu'il y a 3 fois plus de spondylolisthésis dans les malades LDS par rapport à la population générale. Il décrit 5 cas sur les 24 décrits, un spondylolisthésis entre L4 et L5. Et puis, dans les complications post-opératoires, il cite pseudarthrose, fracture de tige, de lombalgie récidivante, et puis un antélisthésis progressif chez un cas. Mais ce cas-là, il a été fusionné sans instrumentation. Et puis, il recommande, quand l'indication chirurgicale est retenue, des conditions optimales, mécaniques, biologiques, pour diminuer le risque de pseudarthrose, et puis une arthrodèse postérieure instrumentée, lombosacrée avec une greffe intercorporeale, chose qu'on n'était pas loin. Et puis, il y avait une phrase qui disait que dès qu'il y a une effraction au niveau de l'isthme articulaire, forcément, les ligaments ils ne vont pas pouvoir stabiliser la vertèbre, et donc ça pourrait entraîner un antélisthésis. Et je me disais que ce vissage qui est sur un os déminéralisé a entraîné beaucoup de contraintes, peut-être des microfractures, l'infection, l'ablation de matériel a encore plus fragilisé les choses. Et donc, dans la conduite à tenir, en général, tout ce qui est spondylolisthésis symptomatique dans le cadre de LDS, il faut peut-être faire une arthrodèse instrumentée L4 sacrum circonférentiel si possible, avec une bonne correction sagittale. Et pour ce patient-là, alors, j'aurais aimé savoir ce que vous proposez, en sachant que il commence à pincer son disque L3, L4, il est stable au niveau de l'antélisthésis L4, L5, mais il y a une déformation en dôme de L5, et puis surtout qu'il reste asymptomatique, bien géré par le traitement orthopédique pour le moment. Voilà, merci. On va faire un ou deux commentaires de réponse pour vous aider.
Merci pour ta présentation. En fait, tu dis que le spondylolisthésis, donc c'est 4-5 ou 3-4 4-5 4-5. Il est survenu que 6 mois après la MOS, mais en fait, quand tu regardes les radios post-op, donc ton post-op immédiat, il est bien parce qu'il est sous corset, mais en fait, tu regardes la radio d'après, quand tu enlèves le corset, tu vois qu'il commence déjà à syphoser un peu au-dessus. Donc en fait, c'est probablement, enfin c'est pas un spondylo classique, c'est un spondylo dans une maladie de tissu conjonctif. C'est probablement ça qui fait que tu as eu une évolution comme ça, puisque tu aurais mis plus de lordose, bah, tu aurais encore aggravé le problème, puisque tu l'aurais encore plus déjeté en arrière. Donc je dis pas que j'aurais mieux fait, hein, mais je me dis que c'est une évolution qui était peut-être un peu inéluctable, et pour savoir quoi faire. Bah là, effectivement, il faut lui faire un scanner. Tu verras bien s'il est solide, s'il bouge plus depuis 1 an, c'est qu'il va peut-être rester comme ça, et c'est peut-être pas la peine d'escalader, parce que sinon tu vas finir en arthrodèse. C'est 0 bassin, quoi. Donc surveillance. Scanner d'abord. Scanner et puis Puis surveillance. Ça marche. Ouais, vous pouvez faire une IRM pour voir les disques. Oui. Après, sur le profil, bon, c'est des patients qu'on voit pas beaucoup. Moi, j'en ai vu 1 ou 2. Ils ont souvent un profil comme ça, très aplati, avec une longue et fine lordose qui remonte très haut. Ouais. Je pense que c'est un peu dans leur structure Ouais, posturale pathologique, quoi. Mm. Merci. Merci. Nous allons donc passer au dernier dossier de la session et de la journée avec Cédric Yatim de la Pitié-Salpêtrière, en adulte. Bonjour à tous ceux qui sont restés. Je vais aller assez vite vu l'heure parce que je pense qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Donc je vais vous présenter le dossier de Madame D, une patiente du service qu'on a eu pendant très longtemps, 71 ans, active et qui a quand même pas mal d'antécédents, dont une sarcoïdose qui a été traitée par corticothérapie pendant 10 ans, une ostéoporose cortico-induite, des antécédents de fracture du bassin, une scoliose traitée dans l'enfance par un corset et surtout une maladie de Parkinson traitée qui évolue depuis 10 ans. Un traitement antidépresseur qui peut avoir son importance comme on l'a vu ce matin, suite à un drame familial. Donc sa problématique, elle a mal au dos, surtout une lombagite qui est très invalidante, non calmée par la prise antalgique de palier 2, un contact costo-iliaque qui est précoce et douloureux, mais surtout en fait elle s'aggrave au niveau de son déséquilibre vers l'avant et vers la droite. Elle utilise une canne, puis elle a vraiment la sensation d'aggravation et que ça la limite dans ses sorties. Quand on la voit arriver, on a cette EOS là, donc je vous ai remis les paramètres à droite. Vous voyez qu'elle a un petit déséquilibre quand même, elle a un bon déséquilibre avec une SVA à 122, une petite hypolordose et surtout ce déséquilibre frontal droit de 5 cm. Il faut savoir qu'elle est réductible en position allongée. Aussi, ouais. Le poids aussi est assez important. Elle est non fumeuse. T'as un bon point, elle fume pas. Comment ? Il y a un bon point, elle ne fume pas. C'est déjà pas. Ça, c'est la moyenne des patients dans le service. Où est-ce que j'en étais ? Donc, cliniquement, elle marche toujours, mais ça devient de plus en plus difficile. Elle reste assez souple, mine de rien. Sa gibbosité sans particularité. Son PISA syndrome, sa comptocormie et son effondrement en aggravation constante. Qu'est-ce que vous auriez fait ? Aux mains levées, qui s'abstient ? Ok. Qui propose quelque chose de segmentaire ? Personne. Et qui propose la grosse correction ? On est vraiment très seul à faire ça. Donc nous, on y a été. C'est pas mon cas, hein, je précise, celui de professeur Moussla. Est-ce que uniquement rachialgie, elle n'avait pas de radiculagie, non, pas décrit. Vraiment, c'est sa déformation, son aggravation et sa perte d'autonomie. Avez-vous traité l'ostéoporose avant de la prendre en charge ? Ça a été conseillé. Est-ce que ça a été fait dans la pratique ? C'est pas tracé dans son dossier. Je suis pas sûr qu'il y ait eu un vrai suivi par un rhumatologue qui a été mis dans la boucle. C'est une des pistes qu'on va discuter en fin de dossier, parce que ça a induit pas mal de complications. Nous, notre stratégie, ça a été de faire un 2 temps, donc en 2 fois rapprochés pour qu'il y ait une meilleure tolérance de la grosse chirurgie, donc un T4 bassin. Premier temps le fin mars, deuxième temps début avril. Au niveau des moyens de fixation, donc vis en distal, lien en proximal. Par contre, elle a fait une grosse décompensation de sa maladie de Parkinson entre les 2 temps, avec une akinésie prolongée. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait eu une mauvaise administration de ces antiparkinsoniens en péropératoire et en post-opératoire précoce. Donc, le deuxième temps avait été initialement prévu plus rapproché que ça.
Donc les radios du premier temps, je vous laisse apprécier la qualité des radios qu'on a dans le service en post-op. Attendez la suite. Notamment celle du milieu. Et le deuxième temps qui a été réalisé, vous voyez, avec des liens en proximal. Le montage n'a pas été cimenté, que ce soit à sa partie distale, puis évidemment pas en proximal. Comment? C'est que des liens, oui. Que des liens. Trois liens de part et d'autre. Il faut savoir qu'on utilise assez peu chez nous la navigation en thoracique. Comme vous voyez, on l'utilise pour le lombaire bas parce qu'on fait des TANI, des S2AI et des ilios sacrés. Mais finalement, on ne fait qu'une seule acquisition parce que c'est pour un gain de temps et des habitudes. Mais les crochets étaient discutables, c'est une piste aussi qu'on va explorer après. Je ne sais pas si vous avez des commentaires là-dessus sur la réalisation. Non, t'es pas d'accord. En particulier. La suite. Finalement, elle revient, donc elle sort en centre, on est plutôt content. Le post-opératoire était un peu compliqué, mais ça s'est bien équilibré avec les neurologues. Et finalement, on la revoit 1 mois et demi après avec un écoulement stéro-sanglant, des tiges qui sont saillantes sous la peau. On fait un scan, on retrouve un arrachement proximal droite. Elle est staffée, reprise. Finalement, on réalise une pince T3, T5 et donc les prélèvements reviennent positifs à staphylocoque epidermidis. Donc protocole d'antibiothérapie classique du service. La reprise avec la pince qu'on peut voir ici. Jusque-là, tout va bien. Et puis finalement, nouveau démontage moins de 3 semaines après, avec nouvelle désunion cicatricielle, discussion au staff, puis décision d'extension au T2, avec des vis pédiculaires cette fois-ci, et une mise en place de crochets de T3 à T5 pour en renforcement. Les images du démontage. Et ce qui est réalisé. Vous voyez que les vis sont toujours pas cimentées, elles ont été mises à main levée avec un trajet toutefois correct quand on regarde le scanner de contrôle, mais sans ciment. Finalement, dans le service, quelques jours après, grosse douleur, chute. Le scanner m'indique une fracture de T2 qu'on décide de traiter par une extension de montage en C5 avec une qualité osseuse qui est quand même pas terrible, qu'on décide de renforcer avec un halo crânien. Il faut savoir que le halo crânien a très très mal été toléré. Il a été repositionné de manière itérative dans le service, plusieurs fois sous sédation. Vous imaginez bien que cette pauvre dame dénutrie avec son Parkinson n'a pas très bien toléré. J'ai pas compris, vous avez mis un halo crânien classique de traction en tête de lit ou un halo crânien sur un corset? Un vrai halo sur un corset. Donc les images de la fracture, le recul du matériel. Donc elle finit comme ça. Voilà. Allez, pardon. Excusez-moi. Oui. C'était Cario qui disait. Non, c'est la seule radio qu'on a par la suite. Donc, très mauvaise tolérance du corset. En parallèle, en fait, elle décompense, elle fait des hallucinations, un gros trou confusionnel. Les neurologues introduisent de la clozapine en plus. Elle fait fausse route sur fausse route, passage en réanimation sur passage en réanimation pour pneumopathie, détresse respiratoire. Elle se dénutrit dans le service, donc mise en place de son nasogastrique avec de la nutrition entérale puis parentérale qui est mise. Elle fait des escarres sur le corset, parce que du coup elle est dénutrie, donc elle fait toutes les complications de la terre. Il faut savoir qu'elle reste confuse tout l'été chez nous dans nos lits, puisque là on arrive à début septembre. La prise en charge a commencé début mars. J'ai mis quelques photos des lésions cutanées sur le corset. Donc c'était compliqué, donc il faut s'imaginer que les soins de nursing, on était à 2 chirurgiens à lui tenir la tête dans la douche avec les infirmières qui la lavaient, etc. Donc ouais, ça a été assez long. Finalement, on décide de lui enlever le halo début septembre. Sur le scanner qui est réalisé juste après, on voit qu'il y a des fractures des épineuses au niveau de C3, C4 et C5, des chambres de Lise autour des vis de C5, et surtout qu'il y a une nécrose, enfin une souffrance cutanée qui apparaît en regard du matériel à sa partie proximale. Ici, on peut voir les chambres de Lise. J'ai pas de souris, mais je ne sais pas si vous les voyez avec le noir sur le côté, sur la radio de gauche. Finalement, on se dit que bon, les troubles hallucinatoires ont régressé, elle a moins mal, elle n'a pas son corset, la peau souffre un peu, mais on va la laisser souffler un petit peu. Donc elle finit avec la tige à l'air. On se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la y retourne tout de suite, sachant que
Elle a quand même passé plusieurs mois collée au plafond. On s'est dit qu'on va lui laisser un peu de temps de souffler, donc on la laisse 1 mois et demi comme ça, elle repart en centre. On rassure tout le monde en disant que le matériel à la peau, c'est pas si grave que ça. Puis finalement, on la reprend avec l'équipe de chirurgie plastique pour réaliser un lambeau et un nouveau lavage avec des prélèvements. Donc lambeau très joli qui tient bien, qui a plutôt une très bonne, bien réalisé avec l'équipe du professeur Atlan. Et elle est revue à la consultation de début janvier par le professeur Mousselard, et finalement avec un très bon résultat. Elle ne prend plus que de l'efferalgan. Elle reste assez fatiguée quand même après tous ces épisodes. Elle a un bon équilibre. Elle marche sans canne maintenant. Elle garde sa canne à l'extérieur pour se rassurer. Comment ? On aimerait bien qu'elle la garde. Ouais. Et finalement, selon le mot de consultation, elle reste bien équilibrée sur la face et sur le profil. Moi, les radios n'ont pas été gardées. Donc, c'est des propos rapportés. Mais, on est à la pitié, là, on a accès au PAX, non ? Mais elles ne sont pas sur le PAX, elles ont été faites en externe et non gardées dans le dossier. Donc, j'ai tenté de les récupérer auprès de la famille, mais ça a été compliqué. Par contre, grosso modo, elle est comme ça, avec une paire lordose cervicale, une protraction en avant, mais qu'elle tolère bien, elle a la tête droite, elle regarde devant elle. Et elle est assez satisfaite, parce qu'elle marchait très courbée en avant. Maintenant, elle arrive à se tenir assez droit. Finalement, plus de 6 chirurgies majeures, 7 mois d'hospitalisation, un nombre important de sédations profondes, des complications mécaniques itératives, des complications médicales aussi septiques au niveau du Parkinson, des troubles respiratoires et des complications nutritives, ainsi que des complications cutanées. Donc elle nous a vraiment tout fait. Au niveau des complications mécaniques, ce qui peut se discuter, c'était déjà de l'opérer ou de ne pas l'opérer, mais finalement elle est satisfaite à la fin de tout ce parcours. Quel montage on aurait pu réaliser? Est-ce qu'on aurait pu être moins agressif d'emblée? Notre méthode de fixation aussi en proximal, pour rappel quand même, les vis cimentées, on a quand même une augmentation de la tenue mécanique qui est quand même bien plus importante. Ce qu'on fait beaucoup dans le service, quasiment pour toutes nos scolioses dégénératives, c'est qu'on cimente le dernier niveau instrumental, le niveau du dessus, et ça a prouvé qu'on avait quand même une réduction des PGK. Chez elle, on n'a pas eu le temps de le faire, d'une part à cause de l'infection, puis du nombre de complications. Elle n'était pas suffisamment compliante et dans un bon état pour réaliser la cimentoplastie. Et finalement, que dit la science? Finalement, que ça donne des bons résultats à long terme, mais au prix de beaucoup de complications à court et moyen terme. Donc, il faut avoir les épaules solides et savoir faire le dos rond, qu'il faut un plateau médical et chirurgical important, qu'il faut des bons neurologues qui ont l'habitude de gérer ça et l'habitude de gérer ces traitements. Quand même bien sélectionner des patients, ce qu'on peut avoir du mal à faire assez souvent, et surtout les informer en préopératoire que ça va être un très long parcours, que ça va être compliqué, mais que dans une grande majorité des cas, à la fin, ça en vaut la peine. Voilà, merci. Merci. J'ai trois petites remarques déjà. Les vis cimentées, vous les cimentez en préopératoire avec des vis cannulées ou vous le faites en post-opératoire par les radiologues? Sur ça? Oui. Sur ça, non, on le fait faire par les radiologues. En post-opératoire, ok. Ça, ils cimentent les niveaux adjacents et en fait, ils sont meilleurs que nous, on va être très honnête. Ils arrivent à faire des remplissages bien plus complets. Ça dépend en fait. Nous, les chefs en tout cas, et un DPH, on le fait de manière assez rapprochée dans les 15 jours, 3 semaines. Le professeur Pascal Mousselard le fait à un délai un peu plus retardé à 6 semaines souvent, mais c'est dans les suites du post-opératoire. L'autre petit point, c'est pour l'avoir testé en pédiatrie, je crois que les jazz tout seul en proximal, en haut d'une syphose, ça suffit pas. En tout cas, ça n'a pas l'air de marcher chez l'adulte et ça marche pas chez les enfants non plus. Je suis convaincu que ça marche pas non plus. Mais non, je pense que notre question, ce qu'on doit modifier dans notre approche, c'est l'utilisation de la navigation en routine pour les extrémités proximales de montage, parce que c'est plus difficile à faire en pérope, parce qu'on n'a pas les techniciens, c'est nous qui la faisons nous-mêmes. Donc souvent, ça intervient on prend pas le temps de le faire, et je pense qu'il faut vraiment qu'on s'y astreigne, parce que ça sécurise le geste de cimentation, et c'est souvent pour ça que la cimentation n'est pas faite, en fait, parce qu'on n'est pas sûr à 100% de nos trajets, en étant tout à fait honnête. Sur la prise proximale, j'ai un petit commentaire, c'est plus une expérience personnelle. Quand ça casse, les transversaires sont pas très solides. C'est-à-dire que sur un os qui a déjà lâché sur autre chose, les transversaires sont souvent moins stables que d'autres prises. Par exemple, moi j'aurais peut-être mis un décroché supralamaire.
Je fais une pince comme on fait dans les bipolaires, avec peut-être plusieurs crochets en dessous aussi pour faire une vraie pince. En dessous et plusieurs au-dessus. Après, peut-être facile de le dire après. On n'a pas été maximaliste, je pense, au début, c'est-à-dire sur la gestion de l'ostéoporose cortico-induite. Sur nos techniques de révision, on s'est dit, bon, ça va tenir, elle n'est pas si grosse que ça, il n'y a pas tellement de contraintes. Et on aurait pu être plus rigoureux sur nos techniques de révision. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions dans la salle ? S'il y a eu un changement, de matériel, c'est vrai que je ne l'ai pas stipulé, il y a eu un changement de matériel sur la 3e reprise. Les tiges qu'on voit qui passent à travers la peau, vous les avez laissées en place ? Ah non, on a recoupé la tige. Non, ça n'a pas été changé. Ouais. Vous avez mis un lambeau. Exactement, elle a été coupée. Ah non, elle a été recoupée à ce moment-là. Elle a été recoupée. Ouais, exactement. Pas encore, non. C'est toute la discussion. Moi, je trouve la conclusion un peu optimiste quand même, parce que... Ah non, justement, l'autre partie, j'avais une diapo en plus, mais du coup, qui a été l'histoire n'est pas finie, et 6 chirurgies chez une dame qui a frôlé la mort, et qui, certes, est sous efferalgan, mais sûrement parce qu'elle a frôlé la mort. C'est un peu lourd quand même. Ah oui, mais c'est complètement. Je pense pas que c'est le message qu'il faut donner qu'on doit faire ce type de chirurgie chez ce type de personnes pour avoir ce type de complications à moins d'1 an, parce que c'est pas fini. C'est pour ça qu'on présente ce cas-ci aujourd'hui, c'est parce que c'est pas des complications qu'on a toujours. La conclusion est un peu optimiste, c'est juste ça, un peu optimiste. Moi, je trouve que c'est un beau dossier pour boucler la journée et revenir à la présentation de ce matin sur l'anesthésie et la prise en charge médicale périopératoire des déformations de l'adulte essentiellement. Où effectivement, sur ces patients fragiles, c'est important de travailler de manière multidisciplinaire et de tout gérer avant la chirurgie, parce que c'est rarement une chirurgie urgente. Et je pense que la renutrition, la prise en charge de l'ostéoporose, la prise en charge du syndrome dépressif, etc., c'est vraiment des choses où il faut qu'on soit plus attentifs tous, je pense, parce qu'on les opère parfois peut-être un petit peu trop vite. Et puis elle, surtout, son évolution à long terme avec son hyperlordose cervicale, ça va mal évoluer. On sait qu'il va falloir y retourner un moment, mais comment on fera, on ne sait pas trop. On va l'optimiser en attendant, je pense. Voilà. Je propose qu'on montre les résultats l'année prochaine. Sûrement. Merci tout le monde. On se voit en juin à Nancy. Merci.